Ils ont rêvé de liberté, mais pas de cette liberté symbolique, superficielle, qui fait plaisir aux puissances, non. Ils ont rêvé d'une vraie souveraineté, d'une terre rendue à son peuple, d'écoles qui enseignent l'histoire authentique, d'économies libérées de la domination coloniale. Ils ont rêvé de la fin de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la dépendance. Et pour cela, ils ont été éliminés, assassinés, renversés, réduits au silence. L'histoire officielle parle de tragédie, de accident, ou fait semblant que cela n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire ce que beaucoup redoutent, nommer les coupables, honorer les résistants, et comprendre pourquoi tant de leaders africains ont été tués après avoir défié le vrai pouvoir. Alors avant de plonger dans cette vérité brutale, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui doivent connaître l'histoire réelle de l'Afrique. Tout commence en 1960, avec un nom presque effacé des mémoires africaines, Félix Roland Moumié. Leader de l'Union des populations du Cameroun, il osait contester frontalement l'autorité coloniale française. Il ne voulait pas d'une indépendance fictive, mais d'une libération réelle, politique et économique. Pour cela, il était devenu l'ennemi numéro 1 des services secrets français. À Genève, en Suisse, un agent de la SDECE, service secret français, l'empoisonne au thallium. Moumié agonise plusieurs jours dans le silence des hôpitaux suisses. Il meurt le 3 novembre 1960, sans faire de bruit dans la presse internationale. Son meurtre fut couvert, justifié, oublié. Mais son rêve restait vivant. Quelques mois plus tard, en janvier 1961, c'est au tour du Congo de perdre l'un de ses plus grands fils. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, est capturé, battu, humilié, puis exécuté. Son corps est dissous dans l'acide, effacé. Officiellement, on parle de troubles ethniques. Mais la vérité est ailleurs. Derrière son assassinat, on retrouve la CIA, les services belges et des multinationales inquiètes. Pourquoi? Parce que Lumumba voulait nationaliser les richesses minières du Congo, sortir du piège économique postcolonial et offrir au peuple une vraie dignité. Il parlait un langage que l'Occident refusait d'entendre, celui de la souveraineté africaine. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, président du Togo, est assassiné devant l'ambassade américaine. Ce qu'on lui reprochait, avoir voulu créer une monnaie indépendante, sortir du franc CFA et construire une économie togolaise souveraine. L'auteur du coup? Des soldats togolais formés par l'armée française. La version officielle parlait de coup d'État spontané, mais tout indiquait une opération bien plus large, destinée à tuer l'idée même d'indépendance, monétaire en Afrique francophone. En 1965, une autre figure tombe dans le silence, Mehdi Ben Barka. Cet intellectuel marocain, militant anti-impérialiste, s'apprêtait à organiser à La Havane une conférence révolutionnaire des peuples du Sud. Mais à Paris, il est kidnappé en plein jour, sous les yeux de la police. On ne retrouvera jamais son corps. Les services marocains, français et israéliens ont tous été liés à cette disparition. Ben Barka était dangereux, car il liait l'Afrique à l'Asie et à l'Amérique latine, à travers une vision radicalement décoloniale. Sa mort fut un message envoyé à tous les panafricanistes du monde. L'alliance Sud-Sud ne sera pas tolérée. Le 3 février 1969, c'est au tour de Eduardo Mondlane, leader de la Frelimo au Mozambique, d'être éliminé. Il reçoit une lettre piégée, envoyée par des agents liés à la PIDE, la police secrète du régime portugais. Mondlane voulait libérer son pays de la domination coloniale, mais aussi construire une nouvelle vision d'État africain, centrée sur la justice sociale. Il est tué dans une explosion en plein jour. Sa mort retarde la révolution, mais ne la stoppe pas. C'est un avertissement. Même à l'intérieur des mouvements de libération, les traîtres et les infiltrés sont là. Puis vient Amilcar, Cabral assassiné le 20 janvier 1973. Fondateur du PAIGC, il avait réussi à unifier Guinéens et Capverdiens dans une même lutte. Cabral était plus qu'un leader politique. C'était un penseur, un stratège, un poète de la Révolution. Il parlait de décoloniser l'esprit avant de libérer les territoires. Il est tué à Conakry par des éléments infiltrés dans son propre mouvement avec le soutien indirect des services portugais. Sa disparition n'est pas une erreur, c'est une opération ciblée
contre une intelligence panafricaine trop libre. En 1976, le Nigeria est secoué par la mort du général Murtala Mohammed. Président depuis à peine 6 mois, il avait lancé des réformes radicales contre la corruption, les multinationales et les influences étrangères. Le 13 février, il est abattu dans son véhicule, en plein centre de Lagos. La version officielle parle d'une tentative de coup d'État, mais beaucoup soupçonnent l'implication d'acteurs étrangers, dérangés par ses prises de position anti-impérialistes. Puis, en 1980, la voix de Walter Rodney s'éteint dans une explosion. L'auteur de How Europe Underdeveloped Africa, bien que guyanais, avait tissé des liens forts avec les mouvements africains. Il dénonçait l'impérialisme, le racisme structurel, les élites complices. Il meurt à Georgetown, victime d'un explosif dissimulé dans un talkie-walkie remis par un agent du régime. Son combat contre le néocolonialisme avait franchi trop de lignes rouges. En 1986, c'est un président en exercice qui tombe. Samora Machel, dirigeant du Mozambique, meurt dans un crash d'avion suspect près de la frontière sud-africaine. Officiellement, c'est un accident. Mais des documents plus tard révélés suggèrent une opération de désinformation menée par les services secrets sud-africains soutenus par l'Occident. Machel soutenait les mouvements anti-apartheid, dénonçait le rôle des institutions financières internationales et rêvait d'une Afrique unie et indépendante. Un an plus tard, en 1987, Thomas Sankara, jeune président du Burkina Faso, est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Sankara avait réduit le train de vie de l'État, refusé l'aide du FMI, promu l'émancipation des femmes, relancé l'agriculture locale et dénoncé la dette comme une nouvelle forme d'esclavage. Il était devenu un symbole. Et pour cela, il fallait l'éliminer. Le 15 octobre, il est tué avec 12 de ses camarades. Son rêve est brisé, mais son nom devient immortel. En 1993, Chris Hani, figure charismatique du Congrès national africain et du Parti communiste sud-africain, est assassiné devant chez lui. C'était l'un des leaders les plus populaires de la lutte contre l'apartheid, vu comme le successeur naturel de Mandela. Son assassinat par un extrémiste blanc soutenu par l'extrême droite plonge le pays au bord du chaos. Il aura fallu l'appel au calme de Mandela lui-même pour éviter une guerre civile. La même année, Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du Burundi, est capturé puis assassiné par des militaires Tutsis après seulement 3 mois de mandat. Il incarnait l'espoir d'une transition pacifique, inclusive. Sa mort, le 21 octobre, déclenche une guerre civile sanglante qui dévastera le pays pendant plus d'une décennie. En 1999, Ibrahim Baré Maïna Sara, président du Niger, est tué à l'aéroport de Niamey par des membres de sa propre garde. La version officielle reste vague, mais certains analystes pointent sa volonté de se rapprocher de la Libye de Kadhafi et de résister au diktat économique français. Le scénario se répète. Dès qu'un dirigeant veut sortir du cadre imposé, il devient une cible. En 2001, c'est Laurent-Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, qui est abattu par l'un de ses gardes du corps. Là encore, on parle de différents personnels. Mais Kabila avait osé s'opposer aux grandes compagnies minières, menacer les intérêts américains et rouvrir le débat sur la souveraineté des ressources. Il avait aussi réchauffé les liens avec les gouvernements anti-impérialistes. Sa disparition marque un tournant tragique. Enfin, en 2011, c'est la chute la plus médiatisée. Mouammar Kadhafi. Détesté par l'Occident, adulé par certains panafricanistes, il avait transformé la Libye en puissance régionale. Son projet de dinar or africain, ses investissements dans l'Union africaine, son indépendance vis-à-vis du FMI faisaient trembler les puissants. En 2011, sous prétexte de protéger les civils, l'OTAN bombarde la Libye. Kadhafi est capturé, lynché, exécuté. Son cadavre est exhibé. Depuis, la Libye est en ruine. Les marchés de migrants et les milices règnent. Une nation souveraine est devenue un désert de chaos. Lorsque l'on observe ce long chapelet de vies brisées, de destins politiques assassinés, une vérité terrible s'impose. Ces hommes n'ont pas simplement été éliminés pour des raisons personnelles ou de rivalité interne, mais pour avoir osé incarner une véritable liberté pour l'Afrique. Leur crime ? Vouloir briser les chaînes invisibles du néocolonialisme, de la dépendance économique et politique à l'Occident. Chaque mort
racontent une stratégie globale de maintien d'un ordre mondial inégal. Derrière les discours officiels, souvent teintés de neutralité ou d'indifférence, se cache un véritable système de surveillance, d'infiltration et d'élimination ciblée. Les services secrets, les multinationales, les alliances géopolitiques puissantes ont agi de concert pour maintenir leurs intérêts. Et l'Afrique, elle est devenue un vaste terrain de jeu où la souveraineté politique est une menace, où la parole libre est un danger. Ces leaders ne se sont pas contentés de réclamer une indépendance de façade. Ils rêvaient d'une Afrique qui contrôle ses propres ressources, sa monnaie, son avenir. Un continent qui refuse l'ingérence, qui refuse l'exploitation sous couvert d'aide ou de coopération. C'est pour cela que des systèmes entiers se sont mobilisés pour les faire taire, parfois dans la plus grande impunité. Mais ce qui frappe aussi, c'est la répétition des modes opératoires. Empoisonnement, assassinat politique, crash, d'avions, coups d'État, disparitions mystérieuses. Ces méthodes montrent une volonté systématique de décapiter les mouvements d'émancipation. En éliminant les figures emblématiques, on tente de fracturer les esprits et de disperser les forces. Pourtant, l'histoire prouve que la mort de ces hommes n'a jamais réussi à enterrer leurs idées, car leurs luttes ont traversé le temps, inspirant de nouvelles générations. Les combats de Lumumba, Sankara ou Cabral résonnent aujourd'hui dans les mobilisations pour la justice sociale, pour la décolonisation des savoirs, pour l'indépendance économique. Ils sont devenus des symboles vivants, des repères pour tous ceux qui refusent de voir leur continent réduit à une simple source de matières premières. Il faut aussi souligner que ces assassinats ne sont pas que le fait de puissances extérieures. Parfois, des forces internes, corrompues, complices ou instrumentalisées, ont participé à ces tragédies. Cela révèle une fracture profonde au sein même des élites africaines, souvent divisées entre ceux qui veulent réellement changer les choses et ceux qui préfèrent maintenir un statu quo profitable. La question centrale demeure: pourquoi cette résistance farouche à la liberté réelle? Parce que la liberté politique sans autonomie économique reste un leurre, parce que tant que les grandes puissances contrôleront les ressources et les leviers financiers, l'Afrique restera enfermée dans un cycle de dépendance. Parce que ces hommes ont vu clair dans ce piège et ont voulu l'arracher de force. En réfléchissant à ces morts, à ces vies sacrifiées, on comprend que la lutte pour la liberté africaine est loin d'être achevée. Elle est un combat permanent contre des forces immenses, mais aussi une quête d'identité, de dignité et de justice, et elle nécessite que nous regardions la vérité en face, sans illusion ni compromission. Ces 15 vies brisées sont bien plus que des histoires tragiques, ce sont des avertissements et des leçons gravées dans la mémoire collective de l'Afrique. Elles nous rappellent que la quête de liberté réelle, celle qui libère des chaînes visibles et invisibles, est une lutte de tous les instants, rude, dangereuse, mais nécessaire. Ces leaders ont payé de leur vie le prix de leur courage et de leur vision. Ignorer leur sacrifice, c'est trahir l'avenir. Pour moi, ce récit n'est pas un simple hommage, c'est un appel à reprendre le flambeau. Nous devons nous réapproprier ces histoires, comprendre les enjeux cachés derrière chaque assassinat et faire en sorte que leur combat ne soit pas vain. Dans un monde où la désinformation et l'amnésie sont des armes redoutables, il est vital de préserver la mémoire des héros africains qui ont osé défier l'ordre établi. Je vous invite donc à réfléchir. Quelles sont les chaînes actuelles qui entravent encore l'émancipation de nos peuples? Quels nouveaux leaders émergeront pour reprendre ces luttes? Et surtout, comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à cette grande bataille pour la liberté, la justice et la dignité? Si cette plongée dans l'histoire vous a parlé, si vous voulez comprendre plus profondément les mécanismes du pouvoir et les vérités souvent cachées, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, continuons à dévoiler ces récits puissants, à questionner, à éveiller les consciences. Partagez cette vidéo, commentez, échangeons, car c'est dans le dialogue que la transformation devient possible. L'Afrique mérite ses héros réels et mémorables, et nous méritons une histoire écrite par et pour nous-mêmes. Ne laissons pas le silence gagner.